Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Merci d'être en notre compagnie ce soir pour un 22h spécial. Après la grande explication ce soir de Nicolas Sarkozy, 1h15 pour détailler le plan de sauvetage de la zone euro et pour expliquer aux Français les efforts à venir dans un contexte morose. Le chef de l'État s'est affiché en président protecteur et au travail, tandis que ses adversaires le brocardent, je cite, en Tarzan de la négociation. Alors que reste-t-il du volontarisme sarkozyste en période de crise? Peut-il encore inverser la tendance dans les enquêtes et surtout quelle est sa vision pour les mois, voire les années à venir? On en parle ce soir avec de nombreux éditorialistes et sondeurs, Jérôme Sainte-Marie, Laurent Geoffrin, Jean-Louis Gombault et Philippe Lentschener, sans oublier bien sûr les réactions de nos invités politiques ce soir, le socialiste Stéphane Le Foll, le communiste Pierre Laurent et à droite Franck Riester et Philippe Dallier. Mais tout de suite, on va écouter un premier extrait de Nicolas Sarkozy où il annonce la révision de la prévision de croissance, une baisse à 1% pour 2012. Les prévisions de croissance du gouvernement pour 2011, pour cette année, 1,75, se réaliseront. Et nous avions prévu pour l'année prochaine une prévision supérieure que nous avions déjà révisée, mais à 1,75. Chacun sait bien qu'avec la crise, il y a peu de chances qu'on le fasse. Peut-être, mais il y a peu de chances. Eh bien, nous avons décidé de revoir notre prévision et de la ramener, comme nos amis allemands, à 1% pour l'année prochaine. Et autre extrait à présent, il concerne la possible candidature à la présidentielle de Nicolas Sarkozy, une question qui sera tranchée, dit-il, fin janvier, début février. Écoutez, le débat sur la question de ma candidature sera tranché quelque part fin janvier, début février. Mais si mon souvenir est exact, M. Mitterrand, lorsqu'il a été candidat en 1988, l'a été quelque part au mois de mars. Au mois de mars. Et M. Chirac, lorsqu'il a été candidat en 2002, l'a été quelque part au mois de février. Ne perdez pas la mémoire. Et puis après des semaines de dramatisation autour du sommet européen qui a finalement permis d'obtenir un accord in extremis, l'explication était attendue ce soir. Et Nicolas Sarkozy a donc détaillé les contours de ce plan de sauvetage de l'euro. Et à quelques mois de la présidentielle, il a également évoqué la gravité de la crise économique, précisant qu'il ne souhaitait pas toutefois tomber dans le catastrophisme. L'objectif est évidemment éminemment politique, convaincre les Français qu'ils restent dans la tempête le mieux placés pour 2012. On voit tout cela avec Alexandra Colino. Le mot n'a pas été prononcé, mais c'est un nouvel appel à la rigueur que lance ce soir Nicolas Sarkozy. Le président confirme des prévisions de croissance à la baisse pour l'an prochain. Elle passerait de 1,75 à 1% pour 2012. Il faut adapter le budget à cette nouvelle réalité. Le Premier ministre y travaille avec les ministres et nous prendrons les décisions d'ici une dizaine de jours. C'est entre 6 et 8 milliards d'économies supplémentaires à trouver. L'exercice se voulait pédagogique, il l'a été, sur la nécessité de venir en aide à la Grèce, sur le rôle des banques et des agences de notation dans la crise. Mais pour ce retour médiatique, Nicolas Sarkozy n'a pas manqué de critiquer les propositions socialistes, à commencer par celle de François Hollande. Quand j'entends dire qu'il faut embaucher 60 000 enseignants de plus, mais où est-ce qu'on va trouver l'argent? Sans demander une réforme, simplement pour faire plaisir à des organisations syndicales qui le demandent. Où est-ce qu'on va trouver l'argent? C'est l'argent des Français, c'est l'argent qui pèse sur le travail. Même punition pour les 35 heures de Martine Aubry, citée à plusieurs reprises ce soir, ou pour la démondialisation d'Arnaud Montebourg. La question des barrières douanières n'a aucun sens. Je vois certains qui protestent contre la mondialisation et qui disent « Ah ben voilà, il faut refuser la mondialisation ». On voit comme ça impressionnera une attitude boudeuse de la France, les travailleurs indiens, chinois, indonésiens, et qui veulent que leurs enfants aient un emploi et une formation. On voit que ça n'a pas de sens. Quelques annonces tout de même ce soir, pas d'augmentation globale de la TVA à l'horizon et un pouvoir de sanction et de contrôle du gouverneur de la Banque de France sur les banques. Manière pour Nicolas Sarkozy de se positionner en vue des présidentielles sans annoncer clairement une candidature. Écoutez, le débat sur la question de ma candidature sera tranché quelque part fin janvier, début février. Pour savoir comment il compte économiser 6 à 8 milliards d'euros, le président donne rendez-vous aux Français après le sommet du G20 organisé à Cannes jeudi et vendredi prochain.
Et sur la forme, ce soir, Nicolas Sarkozy a voulu donner l'image d'un chef d'État combatif, pragmatique et responsable, à la peine d'un sondage. Et après le succès des primaires, le président tient à renforcer sa stature et sa crédibilité face à un François Hollande qui caracole en tête des enquêtes d'opinion, mais dont le nom n'a pas été cité une seule fois ce soir. Florence Maurice. Derrière un bureau sobre, installé dans le salon des portraits de l'Élysée, Nicolas Sarkozy se pose en professeur d'économie. Plus de grandes messes télévisées, mais une grande explication. Pour appuyer un ton pédagogue, pas de notes posées sur le bureau, ni de chiffres, mais 2 mots-clés, expliquer et comprendre, répétés toutes les 3 minutes. C'est la raison de ma présence ici ce soir avec vous. Mon devoir, c'est de rendre compte aux Français. Pour appuyer cette pédagogie, le président insiste sur la sincérité de sa parole. Je pense qu'on se sent respecté par quelqu'un qui vous dit la vérité et pas par quelqu'un qui vous ment. Mais quand il s'agit de parler d'affaires qui gênent, le ton devient très ironique. Est-ce que vous vous sentez visé par le climat actuel de ces affaires? Oh, pas du tout, pourquoi? Enfin, Nicolas Sarkozy le répète tout au long de l'interview, il est là pour travailler, pas pour plaire. 2012 n'est pas encore son problème. Et réaction à l'instant du Premier ministre François Fillon qui vante la détermination et l'expérience de Nicolas Sarkozy. Alors pour analyser cette grande explication, ce grand oral avec nous ce soir, le directeur du Nouvel Observateur, Laurent Geoffrin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, notre chroniqueur Jean-Louis Gombault, bonsoir Jean-Louis. Le directeur du département opinion de CSA, Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Et Philippe Lanchenner, bonsoir, spécialiste de la communication politique et président de McCann. Laurent Geoffrin, d'abord sur la forme, selon vous, quelle image a donné ce soir Nicolas Sarkozy ? Il y a une chose qui m'a frappé, que vous avez relevé d'ailleurs, c'est que je ne sais pas s'il est candidat, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est en campagne. Et on a eu quand même, à travers ce qui apparaît comme une pédagogie, une explication, un certain nombre de missiles envoyés comme ça à la gauche, et qui ont été nombreux. Oui, il y a eu pas mal de flèches décochées. Ça n'a pas arrêté. En fait. Alors, le nom n'était pas prononcé, on n'est pas l'opposition, ou Hollande, etc., ou je ne sais qui. Mais par contre, alors là, c'était extrêmement net, quoi. Si les choses vont mal, c'est les 35 heures. Et alors, j'ai une autre remarque, c'est que je trouve un peu bizarre, pour être franc, l'absence de réaction des journalistes pendant l'interview. Parce que, je vais prendre l'exemple des 35 heures. On dit les 35 heures d'une catastrophe, c'est pour ça que l'automobile va mal, que la dette, etc. Et alors, personne ne lui dit, mais les 35 heures, ça fait 4 ans que vous êtes là, pourquoi vous ne les avez pas abolis si c'est une catastrophe? Oui. Personne ne lui a dit ça. Ils ont privilégié l'aspect de pédagogie plus que le... Ben, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais le financement de la campagne Balladur, c'est vrai que c'est des accusations, que c'est pas sûr, que la justice suit son cours, le président a tout à fait raison. Enfin, il y a une chose qui est établie, c'est qu'il y a eu des sommes d'argent qui sont arrivées en billets, que les gens de Balladur ont dit ce sont des ventes de t-shirts et de je sais pas quoi dans les meetings. Tout le monde sait que c'est faux. Alors, je ne sais pas d'où viennent ces billets, mais en tout cas, mais la question n'a pas été posée, on a oublié. Alors sur le reste, Jean-Louis, on revient aussi sur ce qu'attendaient les Français, aussi un travail d'explication, peut-être que cela a été apporté. Est-ce que l'explication était attendue ce soir pour les Français dans cette période troublée ? Et puis au lendemain du sommet, parce qu'en fin de compte, il était là pour ça. Je trouve qu'il n'a pas parlé beaucoup, en réalité, de ce sommet et de ses conséquences. Alors les commentateurs avant cette émission avaient dit, bon, il promettra sans doute du sang et des larmes. Ni des sangs et des larmes, ni des lendemains qui chantent. Moi, ce qui était frappant, c'est que le 21 juillet, lors du précédent sommet qui avait créé le fonds de stabilisation, etc., il était assez triomphant. On a résolu le problème. Il l'avait un peu dit d'ailleurs en mai 2010, c'est-à-dire lors du premier essai sur la question grecque. Là, il dit on a évité la catastrophe, mais il ne s'est pas prononcé sur ce qui peut se passer vraiment dans les prochains mois. Si c'est simplement 1% de croissance pour 2012, 6 à 8 milliards d'économies sur le budget 2012 qui n'était pas prévu, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est vraiment pas quelque chose de très important. Je pense qu'on y reviendra peut-être dans la discussion, mais si on passe à 1% de croissance, on aura besoin de beaucoup plus que 6 à 8 milliards. Ouais. Il n'a pas battu les cartes, il n'a pas donné les pistes. Revenons aussi sur la crise, parce que c'était le travail d'explication. Jérôme Sainte-Marie, quelle est la perception des Français, justement, de cette crise ?
Alors bon, il considère aujourd'hui que cette crise est infiniment plus grave que toutes celles qui ont précédé depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est absolument manifeste. Il considère également, pour les deux tiers d'entre eux, que leurs propres économies vont être affectées par la crise bancaire. Donc le sentiment, si vous voulez, d'urgence, de gravité n'est pas surjoué. En tout cas, aux yeux de l'opinion, n'apparaîtra pas comme surjoué. Je voudrais quand même souligner un point qui m'a beaucoup frappé dans cette émission, c'est un manque, une arlésienne, c'est-à-dire le chômage. Le chômage, principale cause de préoccupation des Français, principale cause également éventuellement d'échec électoral pour une majorité sortante. Et là, on n'a pratiquement pas parlé de chômage et d'emploi. Il n'a pas été spécialement relancé. On a parlé de la crise d'une manière générale, de l'Europe, du sommet, et pas des préoccupations des Français. Ben, la première traduction pour l'instant de la crise qui dure sur la population française, c'est pas tellement en réalité, si on a des chiffres de l'INSEE ou d'autres études, sur les revenus. Sur la consommation, c'est bien sur la situation de l'emploi et le fait qu'il y ait plusieurs millions de personnes qui soient dans une trappe de non-emploi ou de précarité. Philippe Lenchener, il y a eu quand même un exercice de pédagogie sur la crise, parce qu'il y a eu, il a expliqué, le président, que ça avait commencé en 2008, il a parlé de 2009, 2012, ça a été un discours de clarté, selon vous? Le problème, c'est qu'il y a eu 2 émissions, donc je ne sais pas si ça a renforcé de la clarté. Ah. Parce que moi, vu de ma fenêtre, j'ai passé une soirée très très intéressante. Moi, j'ai vu plein de choses. D'abord, j'ai vu 2 émissions, c'est-à-dire il y a une émission pour laquelle nous avions été convoqués, celle d'une explication de la crise, et puis il y a eu une 2e émission, c'est le pilonnage en règle de François Hollande et de tout ce qui touche au Parti socialiste. Donc, en fait, il y a eu un président avec sa stature et il y a eu un candidat. Et du coup, ce qui était véhiculé dans une partie, c'est-à-dire où il l'a dit, il ne faut pas s'énerver, moi-même j'ai eu à m'énerver, mais enfin je le regrette car on ne doit pas s'énerver, a ensuite été confronté au candidat qui a été très très pugnace. Et là, du coup, il y a un risque d'annuler ce qui s'est dit. Ensuite, si on regarde bien ce qui s'est passé, il y a des choses assez claires. D'abord, on voit tout de suite des glissements conceptuels. On va nous expliquer que c'est l'année utile et que lui, c'est le président qui utilise cette année pour être une année utile. Ensuite, on voit d'un glissement du travailler plus pour gagner plus vers un travailler plus pour travailler mieux. C'est-à-dire qu'il y a un glissement du discours qualitatif. En plus, ensuite, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. On a vu quelque chose d'assez offensif contre les traders, contre les bonus. On voit arriver des taxes sur les transactions, des choses comme ça. On voit le fameux candidat du système. Donc, je trouve qu'il faudra faire très très attention. Ceux qui pensent que l'on va avoir un Nicolas Sarkozy défenseur de son bilan, etc., risquent d'aller un peu vite en besogne, car on est en train de nous préparer le candidat d'un système et le candidat du manque de courage et du calme, pardon, pas du calme, mais de la mollesse, qui serait François Hollande. Et de l'autre côté, un candidat qui va nous présenter, je crois, une transformation du système, qui va nous proposer, à nouveau en prenant à contre-pied les gens, quelque chose d'antisystémique, et ce qui, d'un point de vue de tactique politique, n'est pas forcément idiot. Laurent Geoffrin, avant de tout faire réagir sur tout ce qui a été dit, on va écouter un autre extrait de Nicolas Sarkozy qui parle de ce qui aurait pu se passer si on n'avait pas abouti à ce fameux accord hier soir à Bruxelles. Eh bien, on sait ce qu'il a dit. Voilà. Hier soir, c'est pas simplement l'Europe qui sombrait dans la catastrophe, c'est le monde entier. Avec l'inimaginable que représentait la possibilité de faillite d'un État, la Grèce, de près de 10 millions d'habitants. Laurent Geoffrin, Nicolas Sarkozy a mis en évidence le résultat obtenu hier. On ne peut pas lui contester cela. Non, non, bien sûr. Il valait mieux qu'il y ait un accord que pas d'accord. Le pas d'accord a débouché sur une espèce de spirale ou de vertige de la chute libre, évidemment. Mais là aussi, il y aurait eu une faillite de la Grèce. Mais il y a une faillite à moitié déjà, parce qu'ils ne payent pas la moitié de leur dette. Donc c'est une demi-faillite. Donc c'est un demi-succès pour vous? Non, sur la Grèce spécifiquement, demi-succès c'est autre chose. Il y a une chose aussi, une question qu'on n'a pas posée, c'est que la France, enfin, représentée par son président, et à juste titre à mon avis pour le coup, a demandé un certain nombre de choses dans la négociation. Par exemple que le fonds européen soit, le cas échéant, financé par des prêts de la Banque centrale, qui a évité aux États d'abonder le fonds directement, et ça a obligé la Banque centrale à aider au règlement de la question. Alors les Allemands ne voulaient pas, mais c'est les Allemands qui ont gagné.
De même que les Français ne souhaitaient pas que la Grèce fit défaut à 50%, mais un peu moins. Les Allemands ont gagné. Et en fait, le compromis qui a été trouvé est un compromis entièrement dessiné par Mme Merkel. Ah, vous le croyez? Parce que ça a été souvent évoqué par les adversaires politiques Nicolas Sarkozy, par plusieurs observateurs. Je note d'autres observateurs ce matin, Alain Duhamel, qui dit qu'il y avait un équilibre, qu'il ne fallait pas dire que dans le couple franco-allemand, c'était Merkel qui portait la culotte. Je ne sais pas, moi je constate qu'il y a eu l'inverse. 3 demandes et qu'elles ont été refusées de toutes les 3. Jean-Louis? Non, mais moi je partage le point de vue de Geoffrin, c'est vrai. Les grands axes qu'ont défendus les Français, ils ont été battus. Et ils ont été battus. Les Français avaient raison. Alors ça, c'est un autre problème. Mais oui, je comprends bien. Et ils ont été battus tout simplement parce que la France, menacée de perdre son triple A, n'a plus exactement l'influence qu'elle pouvait avoir il y a encore un an. Je reviens sur ce dire. Il dit s'il n'y a pas eu d'accord, il y aurait eu catastrophe, etc. C'est exact. Le problème, c'est de savoir si cet accord est suffisant pour éviter la catastrophe future. Et je précise, avant de terminer, est-ce que cet accord peut tenir jusqu'en mai 2012? C'est-à-dire que c'est important. Dans quelle conjoncture, malgré cet accord, va se dérouler la campagne électorale? Jérôme Sainte-Marie, on a beaucoup parlé du volontarisme sarkozyste. En cette période de crise, qu'est-ce qu'il en reste et qu'en pensent les Français surtout? Bon, ce qu'en pensent les Français, on le sait, c'est-à-dire qu'il a atteint des sommets, si j'ose dire, d'impopularité, c'est-à-dire 32% des gens à peu près aujourd'hui ont une bonne opinion de lui comme président de la République, un quart voterait pour lui au premier tour, les seconds tours ne veulent pas dire grand-chose bien entendu, mais il serait actuellement défait de manière écrasante. Donc là-dessus, évidemment qu'il est au plus bas. Il faut bien voir quand même qu'il met fin aujourd'hui à une séquence assez longue où lui, président de la République, n'a jamais rendu compte, comme il disait aux Français, ni même proposé un schéma d'explication de la crise et de son action. Ce soir, il reprend l'offensive, donc mécaniquement, ce genre de prise de parole devrait avoir un effet, en tout cas il escompte un effet positif, j'imagine, à l'Élysée, pas tant sur sa cote comme président de la République, non, le jugement. Non, mais le jugement des Français est fait sur l'action du président de la République, Nicolas Sarkozy. Ça pourra s'améliorer un tout petit peu, mais il ne fera pas campagne sur son bilan. Il reste 6 mois avant la présidentielle. Vous nous dites que tout est joué, bouclé? Non, je dis que le jugement sur le bilan du président de la République, Nicolas Sarkozy, est fait. Que par contre, le jugement sur le candidat Sarkozy, ou plus précisément le choix relatif entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, lui, n'est pas établi. Sur ce point, Philippe Lancheneur, est-ce que ce soir, le message, ça peut être vous n'êtes pas obligé de m'aimer pour voter pour moi, mais je suis le seul à la barre, regardez. Alors oui, mais il y a un corollaire. C'est-à-dire il faut accepter dans ce cas-là que, puisqu'il est le seul à la barre, il a le droit d'avoir des vérités successives et il a le droit de changer d'avis. Il y a eu un truc incroyable ce soir. C'est qu'à un moment donné, il a dit que ni lui ni Mme Merkel n'avaient été là au moment où un certain nombre de décisions ont été prises, l'entrée de la Grèce dans l'euro, etc., et que lui, il n'aurait pas forcément fait ça. C'est exceptionnel de pouvoir dire ça comme cela. Et là, je reprends un point de Laurent tout à l'heure qui est l'absence de réaction des journalistes. Mais dites-moi, on sort de 10 ou 15 ans de débats qui s'appellent Maastricht, qui s'appellent Lisbonne, qui s'appellent la Convention, qui s'appellent le passage à l'euro, etc., etc. À chaque fois, il a été dans le camp de ce qu'on va appeler ceux qui votaient oui. On se comprend, ça va plus vite. Bon. Et là, ce soir, et c'est en liaison avec ce que j'ai dit tout à l'heure, à nouveau, il est dans le... Il semble se déplacer tout doucement en faisant un numéro d'équilibriste vers ceux qui étaient les nonistes, qui, eux, historiquement, quoi qu'il arrive, auront eu raison sur à peu près tous les points. Donc, historiquement. Donc, là, il y a un débat où il y a quand même un grand numéro d'équilibristes et qui, normalement, selon tous les créneaux et toutes les règles, est insécurisant et donc peut difficilement marcher. C'est le côté, vous vous en remettez totalement à moi. Et donc, c'est la Ve République à son sommet et à son summum. À l'heure de la transparence, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des crises perpétuelles, à l'heure de la société participative, normalement, sur le papier, d'un point de vue analytique, ça ne peut pas marcher. Oui, maintenant, on va bien voir. C'est une période troublée, Laurent Geoffrin. On peut déplorer l'activisme boulibique de ce président, beaucoup de défauts, mais est-ce que, comme il le dit lui-même, il n'a pas que des défauts. Il est peut-être, justement, voilà ce qu'il vient. Est-ce qu'il peut dire qu'il est le meilleur en pleine tempête? Et c'est ce qui le motive, c'est ce qui fait qu'il est... Et tu sais que la comparaison est difficile, puisque les autres ne sont pas aux manches, justement.
Donc, il y a un côté un peu paradoxal. Je suis le seul à pouvoir gouverner, je gouverne, etc. Et les autres ne savent pas. Évidemment, ils sont dans l'opposition, ils ne peuvent pas gouverner. Et à l'écouter, pour se présenter, il faudrait être également président. Il faudrait qu'il y ait deux présidents, puis l'un se bat contre l'autre. Donc c'est une rhétorique qui tourne un peu à vide. Et alors, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. J'ai été frappé à la fin, alors c'est un détail, mais l'expression, quand on lui dit, voilà, le Hollande, il est très haut, et vous êtes très bas, etc. Réponse... Moi, je travaille. Oui, non, moi je travaille, mais je ne suis pas le candidat du système. Alors, c'est la phrase exacte que Martine Aubry a prononcée entre les deux tours de la primaire socialiste, quand elle a voulu portraiturer Hollande comme une espèce de baladure de gauche. Elle a dit, mais c'est le candidat du système, moi je suis le centre, moi c'est le peuple, lui c'est les élites déconnectées des réalités, etc. Et alors, peut-être que ça donne une indication sur l'orientation de la campagne. Ah, on a déjà le profil du candidat qui s'esquisse, qui va utiliser. C'est presque une candidature d'opposition. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, moi je suis, avec mon style un peu bizarre, avec mon franc-parler, etc., je suis le candidat du peuple, et cette gauche molle, irresponsable, qui n'a jamais rien fait, etc., sinon les 35 heures, une folie, etc., ce sont des gens qui sont les candidats des élites, qui viennent d'en haut, qui sont parachutés, etc. Moi, j'étais au manche, j'ai pris les coups, etc., mais je suis près de chez vous. Ouais. Je suis près de vous. Jean-Louis sur ce point, et puis Jérôme Sainte-Marie. Sur le poids de Philippe surtout, c'est-à-dire qu'il me semble quand même qu'il y a une évolution dans la stratégie française en matière européenne. Et c'est difficile à dire ce que je vais exprimer à l'instant. Il m'a paru plus pro-allemand que pro-européen. Alors quand on dit pro-allemand, en France, avec l'histoire, c'est des mots horribles. Il parle du modèle allemand, il dit que la France doit se rapprocher de ce modèle. Il est beaucoup plus... C'est logique. Oui, mais c'est de cela. Oui, mais enfin, c'est plus tellement l'axe. C'est vraiment pas... C'est pas fusionnel, mais il a vraiment... Par exemple, lorsqu'il a critiqué l'élargissement, il est vraiment... D'ailleurs, François Hollande a un peu repris ça lorsqu'il a parlé d'une Europe de plusieurs cercles. Dans ça. Et on sent une tendance à vraiment un rapprochement avec l'Allemagne qui semble être pour lui le modèle est presque la planche de salut par rapport à une Europe un peu cafouilleuse. Il se rapproche de l'Allemagne, mais il s'éloigne des autres pays, puisqu'il a rappelé que la France est encore loin du remède de cheval imposé par d'autres pays, comme l'Espagne et le Portugal. Est-ce que ça va suffire comme argument? Si on se compare, on se console? Ça va être, oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est moi qui vous ai évité d'être grec en quelque sorte, c'est moi qui vous ai évité d'être espagnol, en faisant, alors pour le moment ça c'est autre chose, mais en faisant les réformes d'avance, essentiellement les retraites, sans revenir sur la question des 35 heures. Alors est-ce que cette comparabilité suffira à tirer les suffrages? Vous êtes moins mal que les autres Jérôme Sainte-Marie, juste un point aussi sur le frémissement, peut-être qu'il y aura demain dans les enquêtes, il va y avoir après ce sommet européen, il va y avoir le G20 à Cannes, très très importante séquence. Est-ce que Nicolas Sarkozy peut regagner une aura internationale qu'il a un petit peu perdue? Non, au niveau, enfin c'est pas en tout cas du point de vue des Français, ça fait partie des quelque chose sur lequel ils surnagent encore, justement cette capacité à l'international. Mais au-delà des frémissements éventuels, hypothétiques dans les sondages des prochaines semaines, qui ne voudront pas dire non plus grand-chose sur le résultat final, je pense qu'il il a pris depuis quelques semaines, et ça se voit ce soir, quand même un atout stratégique. C'est peut-être pas suffisant pour le faire gagner, mais un atout stratégique important, c'est que désormais tout porte non pas sur l'augmentation des recettes de l'État, la fiscalité, mais sur la réduction de la dépense publique. C'est-à-dire que quand même, si la gauche accepte cette logique, et je vois mal, compte tenu de la situation et compte tenu du fait que, comme ça a été souligné, alors ce qui peut permettre de faire tout cela, c'est qu'en face de lui, il y a des gens qui ont témoigné un européisme totalement, comment dirais-je, constant au cours des dernières années. Et je ne vois pas comment ils pourraient refuser la logique qu'il leur proposait aujourd'hui de la réduction de la dépense publique. Donc ça revient pour le candidat de la gauche à s'attaquer avant l'élection aux intérêts de sa base électorale. François Mitterrand l'avait fait en 83-84 par rapport à sa base populaire, pas sa base ouvrière. Il s'en est jamais, d'ailleurs, le soutien de la gauche dans le milieu ouvrier s'en est jamais remis, mais il l'avait fait par surprise, si j'ose dire, après 2 ou 3 ans après l'élection. Là, faire campagne pendant 6 mois en expliquant à sa propre base électorale, son noyau dur, ceux qui sont les votés aux primaires, qui vont devoir faire des sacrifices importants par rapport à la crise, c'est pas évident.
Alors, on va passer à un autre sujet et puis à Philippe Lensteiner. Juste une petite parenthèse, Jérôme Sainte-Marie. Vous allez me dire que je vous parle beaucoup des sondages, mais c'est votre métier. Ils sont apocalyptiques pour Nicolas Sarkozy, vous l'avez rappelé. Ils sont euphoriques pour François Hollande. Est-ce que ça va un petit peu se stabiliser dans les prochaines semaines pour les deux? Ce contraste existe au second tour avec toute la fragilité des sondages à 6 mois avant l'élection et surtout de second tour. Enfin, je ne veux pas me faire le procès des sondages, c'est pas mon rôle, mais non, ce que disent les intentions de vote de premier tour, quand même, c'est que la gauche et la droite classique sont assez proches, c'est-à-dire au premier tour. On a à peu près 40, alors là c'est monté juste après les primaires à 45% de total sur la gauche, et pour la droite on a 38-40. C'est-à-dire qu'on a quand même des grosses masses qui ne sont pas dans les deux camps, et on a notamment une masse importante pour Marine Le Pen. On n'en parle pas ce soir, mais c'est vrai que quand même, depuis quelques temps, la France pas seulement ce soir. La France du non n'a plus qu'une seule, enfin à deux candidats. Oui, mais surtout Marine Le Pen, encore. Philippe Lensteiner, un point aussi qu'on n'a pas encore évoqué, les mots sont importants. Nicolas Sarkozy n'a pas parlé de rigueur ce soir, mais de gestion rigoureuse. Il a aussi parlé, en évoquant le modèle social de la France, de travail, d'innovation, d'imagination. C'est plutôt original et positif, tout cela en période de crise. C'est porteur? Si vous me le permettez, ce n'est pas original. Ah bon? Non. En période de crise, ce n'est pas original de parler de créativité, d'imagination? Non, parce que justement, vous avez deux constantes de la politique française en la matière. Et là, on est aux confins de la communication et de la politique au sens le plus noble et le plus profond du terme, c'est-à-dire son aspect programmatique. C'est que d'un côté, vous ne pouvez pas vendre aux Français blood, sweat and tears. Vous ne pouvez pas vendre les larmes. Voilà, ce pays ne le peut pas, ne le veut pas. C'est réglé une fois pour toutes et ad vitam aeternam. C'est un pays qui, depuis 1974, la phrase de Jacques Chirac, voit le bout du tunnel à la fin, si vous vous souvenez de cette expression, à la fin du mois. Donc voilà, en France, on ne passe pas par le on se fait mal. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, une des grandes constantes de ce pays ces 3-4 dernières années, c'est l'économie de l'intelligence, c'est le monde de l'immatériel, c'est le fait qu'il faut des ingénieurs, c'est le fait que le seul domaine sur lequel personne n'ose parler, c'est la réforme des universités ou c'est les pôles de compétitivité avec ce qui se passe à Saclay et autres, etc. Donc cette histoire de l'économie de l'intelligence, ensuite qui est déclinée selon ce que vous voulez dire, est de toute façon une constante. Enfin, troisième chose. Dans notre métier, on a une phrase toujours qui est celle-là et qui, je crois, pour la rigueur, est très intéressante. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Oui. Voilà. Et donc, pour la rigueur, c'est la même chose. Laurent Geoffrin, peut-être pour terminer, après on passera à d'autres sujets. Pourquoi vous avez intitulé votre éditorial « Le président bout de feu », c'est ça? Pourquoi? Le pompier bout de feu. Le pompier bout de feu. C'est un paradoxe. Ouais. Parce que il se présente comme le sauveur, le sauveteur. Il n'a pas été hier, non? Il s'est présenté comme tel, mais il y a une difficulté, c'est que vous disiez qu'il faut réduire les dépenses pour équilibrer, mais il faut également ne pas trop réduire les recettes. Alors c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a été élu en 2007 sur un programme de réduction des impôts, notamment pour les classes les plus favorisées. C'était avant la crise. Il les a augmentés. Comment? Il les a augmentés par la suite. Après, oui, mais au début, il a, par exemple, il y a eu la déduction Copé, ça coûte 4 milliards. Après, on va dire, 60 000 profs, ça coûte 500 millions par an. Là, c'est 4 milliards par an. Et donc, les recettes de l'État ont été amputées d'autant au début du quinquennat. Alors là, c'est normal, il était élu pour ça, d'accord? Mais enfin, c'était à contre-temps. Et donc, cette phase de réduction continue de l'action publique et d'individualisation de la société a buté sur la crise. Et donc le programme de Sarkozy, pour faire court, a buté sur la crise. Il a été pris à contre-pied par l'éclatement de la bulle financière et l'espèce de scandale qu'a constitué le comportement du monde de la finance, que lui-même dénonce maintenant. Et donc voilà, c'est pour ça que l'incendie dont il est le pompier qui prétend éteindre, il l'a en partie, il n'est pas le seul évidemment, mais enfin, il l'a en partie allumé, alimenté en tout cas. Merci beaucoup messieurs pour cette première analyse. Oui, pour terminer. Oui, juste, si je peux me permettre pour le mot rigueur, tout ce qui vient de se passer avec la Grèce rend impossible le recours au mot rigueur, parce que tout le monde sait avec la Grèce que la rigueur, ça donne un aplatissement des aptitudes à repartir et à croître. Merci messieurs pour cette analyse. Dans un instant, de nombreux invités politiques vont nous rejoindre pour réagir à cette intervention centrée sur la crise, vous l'aurez compris. Mais d'abord, au lendemain de l'accord au sommet européen de Bruxelles, la réaction des marchés est positive et c'est même un grand ouf de soulagement sur les différentes places financières. Florence Maurice. Plus 6% à Paris, plus 5% à Madrid, Milan ou Francfort.
Les bourses européennes saluent le plan adopté à Bruxelles hier soir. Un plan obtenu au forceps, mais suffisant pour rassurer les marchés. En tête des hausses, les banques évidemment très menacées par la crise de la dette grecque. Dans cette salle de marché, on sait que le pire a été évité, au moins pour le moment. Donc le fait déjà qu'il y ait un accord, même s'il est incomplet, c'est plutôt une bonne nouvelle, dans la mesure où on a finalement temporairement sauvé la zone euro, donné un bol d'air à la Grèce, permis aux pays en difficulté de résister pour le moment. Là on est rassuré à court terme, mais on sait très bien que dans 6 mois, les mêmes problèmes reviendront et donc que cette même crise reviendra et qu'il faudra encore faire une réunion de la dernière chance. Au-delà des annonces, c'est surtout la prise de conscience des dirigeants européens qui est récompensée par les marchés. Mais les experts restent très vigilants. Toujours pas de gouvernance économique à l'horizon et des taux de croissance en berne. En France, les prévisions déjà basses pourraient être revues à la baisse dans les jours qui viennent. Alors ce soir, on savoure, mais l'euphorie pourrait être de courte durée. Nous sommes en direct sur Public Sénat. Restez avec nous dans un instant. Le débat des politiques avec de nombreux invités sur l'intervention ce soir de Nicolas Sarkozy. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info en images avec Faustine Saint-Geniès. Autoriser les victimes de médicaments nocifs à mener des actions de groupe. Voilà ce que la nouvelle majorité du Sénat a ajouté au projet de loi sur le contrôle des médicaments. Un texte voté ce matin. C'est une première car l'action de groupe n'existe actuellement pas dans le droit français. L'UMP s'est abstenu sur l'ensemble du texte, le jugeant déséquilibré. Députés et sénateurs vont maintenant devoir s'entendre sur le nouveau projet de loi. En cas de désaccord, le dernier mot reviendra aux députés. Le fonds Mediator qui a été mis en place par la loi, voté à l'unanimité, gauche et droite, à l'Assemblée comme au Sénat, va beaucoup plus vite qu'une action de groupe. Parce que ce fonds, même pas un an après, il est mis en place et les dossiers arrivent. Une première pierre posée en grande pompe il y a 18 mois. Mais la grande mosquée de Marseille ne verra pas le jour. En tout cas, pas pour l'instant. Le permis de construire a été annulé aujourd'hui par le tribunal administratif. En cause, des problèmes pour organiser le stationnement autour de l'édifice. Un nouveau revers pour les représentants du culte musulman qui réclament des lieux de prière dignes de ce nom. Interdire le port du voile dans une crèche privée est désormais licite et pourra être inscrit dans le règlement des établissements. C'est en tout cas l'avis de l'avocat de la crèche associative Babylou. La cour d'appel de Versailles a donné raison à l'établissement et débouté une salariée licenciée en 2008 pour avoir refusé d'ôter son voile. Un arrêt qui intervient après 3 ans de polémique. C'était au tour du patron de la police du Nord d'être entendu dans l'affaire du Carlton. Jean-Claude Menot a été placé en garde à vue pendant plusieurs heures dans les locaux parisiens de l'IGPN, la police des polices. Il a dû s'expliquer sur un voyage à Washington en décembre 2010 pour y rencontrer Dominique Strauss-Kahn, à l'époque patron du FMI. Michel Giraud, ancien président RPR de la région Île-de-France, est mort à l'âge de 82 ans. Ministre du Travail du gouvernement Balladur, la fin de sa carrière politique en 1998 a été entachée par l'affaire des marchés publics d'Île-de-France, visant le RPR, alors dirigé par Jacques Chirac. Son successeur à la région, Jean-Paul Huchon, a salué un homme courageux, sensible et constamment soucieux du dialogue et de l'intérêt général. La suite de ce 22h après la grande explication, le grand oral ce soir de Nicolas Sarkozy avec nos invités politiques, le socialiste et député européen Stéphane Le Foll. Bonsoir, bienvenue à vous. Avec nous également le secrétaire général du Parti communiste Pierre Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Le député UMP de Seine-et-Marne Franck Riester. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Et le sénateur UMP de Seine-Saint-Denis Philippe Dallier. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Messieurs Le Foll et monsieur Pierre Laurent, monsieur Nicolas Sarkozy devait se présenter comme le président protecteur au travail pragmatique. C'est cela que vous avez vu ce soir, Pierre Laurent? Non, pas du tout. On a assisté à un laborieux plaidoyer et pour l'accord de cette nuit à Bruxelles et pour son bilan politique, mais sans qu'on ait jamais l'exercice de vérité promis par le président de la République au début de l'émission. Vous attendiez Il quoi? a menti sur son bilan, enjolivé ce que donnerait l'accord signé cette nuit. Il a esquivé totalement ses responsabilités. Quand il s'est agi de dire ce qu'il allait faire et quelles mesures d'austérité nouvelles il allait mettre en place parce qu'il les a annoncées, il a dit non, je ne vous les annoncerai pas, sans écarter d'ailleurs la hausse de la TVA. Voilà, donc on n'a pas du tout assisté à l'exercice de vérité promis. Stéphane Le Foll, même vision, même regard critique Oui, moi j'ai la même vision.
un candidat, malgré le fait qu'il annonce qu'il va travailler jusqu'au bout. On a bien vu d'ailleurs les petites attaques qu'il a laissées paraître, son site flèches décochées. Alors les 35 heures, ça fait tellement longtemps qu'on en entend parler qu'on se demande encore comment un président de la République et une droite qui a été au gouvernement depuis 10 ans maintenant continuent à considérer que c'est les 35 heures qui sont, comment dirais-je, la responsabilité de toutes les difficultés que nous connaissons. Puis, ce qui m'a frappé, moi, vraiment, c'est que c'est quelqu'un qui n'a plus de vision pour la France. Il a maintenant un modèle, c'est l'Allemagne. Il avait au début de son mandat un modèle, c'était M. Bush. Et donc on a vraiment l'impression qu'on n'a plus une vision pour notre pays. Qu'est-ce que la France a besoin aujourd'hui? Eh bien Nicolas Sarkozy a répondu très simplement ce soir, d'être comme l'Allemagne. Franck Riester, Philippe Dallier, voilà ce qui est dit. Manque de clarté, manque de vision. Pour un président candidat, c'est grave. Moi, je me demande si un jour l'opposition française pourra dire une fois, pendant 5 ans, que le président de la République a été à la hauteur de ses responsabilités. Est-ce que vous pouvez... Attendez, laissez-moi finir. Est-ce que... Oui, j'essaierai de faire une opposition. Si un jour je suis dans l'opposition, d'avoir une opposition constructive. Comment vous l'avez trouvé, on peut être objectif et être dans l'opposition. Ça fait 5 ans que vous faites de l'anti-sarkozysme primaire. Reconnaissez que le président de la République a été à la hauteur de ses responsabilités dans la négociation avec les partenaires européens pour prendre les décisions responsables qui s'imposaient pour sauver la Grèce, pour sauver l'euro. Reconnaissez qu'il a été très pédagogique aujourd'hui pour expliquer à nos compatriotes quels étaient les enjeux de cette crise et quels étaient les impératifs qui étaient nécessaires pour prendre les décisions qui s'imposaient. J'aimerais un jour que vous puissiez reconnaître qu'il a pris les bonnes décisions, mais manifestement c'est hors de votre possibilité. Le président de la République a été pédagogue, il a posé le problème et contrairement à ce que dit M. Le Foll, il a tracé les perspectives. Certes des perspectives qui ne sont pas, j'allais dire, faciles à aborder parce qu'il va bien falloir réduire notre déficit public. Il va bien falloir retourner à l'équilibre budgétaire pour réduire la... Mais tout le monde est d'accord, je ne sais pas. M. Laurent nous propose des dépenses supplémentaires sans cesse et le Parti Socialiste nous propose pour réenchanter l'avenir des dépenses supplémentaires qui seraient gagées par des augmentations d'impôts. On n'aura pas avec tout ça de réduction du déficit et de la dette. Le président de la République a posé le problème. On ne peut pas continuer ainsi. Ça fait 30 ans, droite et gauche confondues, au moins là-dessus vous pourriez être d'accord, que nous n'avons pas voté un budget en équilibre. Ça ne peut pas durer. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est bien une co-responsabilité, M. Le Foll et M. Laurent. Aujourd'hui, il faudrait que tous ensemble, nous regardions la réalité en face. C'est ce que le président de la République a fait et que nous tracions effectivement une perspective à nos compatriotes en leur expliquant les enjeux. Les enjeux, ils sont fondamentaux. Ou on sauvait l'euro, ou on sauvait le système bancaire, ou alors on laissait tout s'écrouler. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le monde sombre dans la catastrophe, c'est ce qui a été dit ce soir. La stratégie du président de la République, la stratégie de la République est claire. C'est réduction des dépenses pour protéger les Français. Non, réduction des dépenses pour protéger les Français et investir sur l'avenir, sur l'innovation, sur la recherche et sur le travail. Comme il y a beaucoup de choses qui vont vous diviser ce soir. Vous nous dites qu'on a sauvé la Grèce, par exemple. Oui. Mais la situation de la Grèce est catastrophique alors qu'il est. On a une succession depuis maintenant 2 ans de mémorandums qui ont mis la Grèce dans une situation telle que ce que vous refusiez au départ, tout le monde est obligé de l'admettre. Aujourd'hui, la Grèce ne remboursera pas sa dette parce qu'on l'a mis dans l'incapacité de le faire. Mais la dette grecque est de la faute de qui, monsieur? Parce qu'il est quand même assez fort de nous renvoyer cela. La dette grecque, ça n'est pas le gouvernement français qui l'a créée. Vous nous parlez de la qualité du diagnostic du président de la République. La dette grecque a été allégée de 100 milliards. La dette grecque va effectivement devenir soutenable à la seule condition, effectivement que les Grecs fassent des efforts importants. Comment expliquez-vous que dans un pays comme celui-là, il n'y ait même pas de cadastre, on ne sache pas lever les impôts? Il faut que la Grèce fasse des efforts importants. L'accord qui a été trouvé permet effectivement d'éviter le défaut de paiement, évitera également que les banques européennes le plongent. C'est quand même très important. Et c'est le principal résultat de cet accord. Sur les contours de l'accord qui comprend un volet important sur la Grèce. La restructuration de la dette grecque, c'est-à-dire le fait d'accepter que la Grèce ne pourrait pas rembourser la totalité de sa dette, avait été proposée il y a près de 6 mois
par Mme Merkel et les Allemands, avait été proposé par François Hollande, a même été proposé un soir par Dominique Strauss-Kahn, et M. Fillon avait considéré ça comme de l'irresponsabilité. L'irresponsabilité, ça a été d'attendre 6 mois pour arriver au bout. Est-ce que vous qui avait été considéré comme respecter l'opposition que vous l'avez demandé tout à l'heure. Évidemment. On n'est pas obligé de pouvoir dire oui à tout ce que vous dites. Non, mais vous Donc dites cette non à tout ce que vous dites. Pour dire non, ça c'est autre chose. Cette restructuration de la dette, elle arrive aujourd'hui. Et moi, je considère qu'on a perdu beaucoup trop de temps. Pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que les banques françaises, l'ont demandé à Nicolas Sarkozy, qui a suivi les banques françaises, pour qu'au bout du compte, on finisse par rendre à Angela Merkel ce qu'elle demandait il y a 5 ou 6 mois. On parle beaucoup de la Grèce, on va aussi revenir sur la France. Peut-être, avant de parler de toutes vos divisions, puisqu'il y en a beaucoup, peut-être un point de consensus ce soir, puisque Nicolas Sarkozy donc, a acté la révision de la prévision de croissance, donc de 1,75 à 1%. Stéphane Le Foll, est-ce que le PS, dans la foulée, va le faire pour sa prévision à lui? De toute façon, la prévision 2012, sachez-le, elle sera de toute façon une prévision de croissance. L'élection présidentielle se termine le 6 mai. Donc on est déjà à la moitié de l'année. Donc de toute façon, ce qui a été prévu et mal prévu au départ, corrigé aujourd'hui, s'appliquera pratiquement de manière certaine à tout le monde. Eh bien, la barre aujourd'hui sera bien entendu revue. On est tous conscients de la difficulté vers laquelle on va. J'indique d'ailleurs que comme que certains l'ont oublié, et en particulier le président de la République ce soir, personne n'a parlé de l'emploi. En même temps qu'on parlait de 400 et de 1000 milliards, les Français, à mon avis, ils ont d'abord entendu les plans de licenciement qu'annonce PSA aujourd'hui. Sur ce plan, Franck Hussard, c'est vrai qu'il n'a pas été question, il n'y a pas une longue séquence sur l'emploi et le chômage. Est-ce que vous le regrettez? Les souffrances des Français ont été absentes du propos présidentiel, de la première à la dernière minute. Écoutez, ne dites pas les choses pareilles, parce que si l'accord qui a été trouvé hier n'avait pas eu lieu, je pense que les souffrances des Français et des Européens auraient été d'une autre ampleur. Pour autant, l'interview était consacrée effectivement au problème de l'euro et à l'accord d'hier. Donc ne demandez pas au président de la République en 1h15 de tout traiter. Le Parti Socialiste a parlé 150 heures dans les 2 derniers mois sur les primaires. Et au bout du compte, que sait-on du programme du Parti Socialiste? Quasiment rien. Comme dirait Madame Aubry, c'est le flou absolu. On sait qu'ils veulent augmenter les dépenses et augmenter les impôts. Pour le reste, on ne sait pas bien, Monsieur Le Foll. Président de la République ce soir. Pierre Laurent et ensuite J'ajoute une chose. Le 1% de croissance, parce que les chiffres de croissance, ça tombe pas du ciel comme ça. C'est le résultat d'une politique. Non, mais c'est le résultat d'une politique. La révision à la baisse de la prévision de croissance, la révision à la baisse de la prévision de croissance est aussi le résultat des choix qui ont été faits depuis des années par 10 ans de gouvernement de droite. Oui, non, mais nous ne sommes pas seuls au monde, mais nous sommes. Eh bien, le monde traverse une crise importante. Et le président de la République. Nous sommes un des pays clés de l'Europe. Mais nous sommes un des pays clés de l'Europe. Oui. Et si une zone comme l'Europe, ne peut rien faire face à l'état du monde, ne peut rien faire face à la crise, à quoi ça sert de demander à gouverner un pays? Il a montré ce qu'il fallait faire, il a expliqué ce qu'il a été fait. Et concernant l'emploi, attendez, Monsieur Le Foll, sur l'Allemagne. Ça y est, vous avez fini? Dans ce qu'il y a de positif, oui. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Mais c'est pas une honte. Attendez. C'est pas une honte de prendre l'exemple sur ceux qui fonctionnent bien. C'est pas une honte de prendre l'exemple sur les. Non, mais attendez. C'est que la France soit et fasse ce qu'a fait l'Allemagne. Eh ben effectivement, nous on préfère faire ce qu'a fait l'Allemagne, c'est-à-dire réduire les. Mais François Fillon l'a dit, Monsieur Le Foll. Il a dit qu'ils vont s'aligner sur le modèle allemand. C'est pas une honte. Mais on peut en parler tranquillement. C'est pas une honte de prendre exemple sur l'Allemagne, c'est-à-dire ceux qui ont su réduire les dépenses au bon moment, et même des socialistes, Monsieur Le Foll, avec Monsieur Schröder, qui ont su prendre les bonnes décisions au bon moment, et plutôt que de regarder sur l'Espagne ou la Grèce, la Grèce, qui ont pris les mauvaises décisions. Le président de la République, et ça, il faut que vous finissiez par comprendre, il faut que vous compreniez que ce sont les entreprises du secteur privé. Allez, messieurs, on va passer à autre chose. Non, s'il vous plaît. Non, mais attendez, on va pas poser des questions tout le temps. Je veux aussi avancer pour que les téléspectateurs. Bien sûr, vous allez parler, on a tout le temps pour ça, les téléspectateurs. Je vais quand même revenir sur un point important, c'est la règle d'or, parce que Nicolas Sarkozy a dit ce soir qu'il souhaitait que chacun s'élève, peut-être que ça vous parle, au-delà de ses intérêts partisans, et qu'il a parlé d'un effort national pour inscrire cette règle dans la Constitution, donc il ne l'abandonne pas encore. Est-ce que c'est un sujet important pour vous, Pierre Laurent, Stéphane Le Foll?
Mais en ce qui nous concerne, nous l'avons dit et redit, si nous voulons aller vers la réduction des déficits, il faut d'abord retrouver les conditions d'une croissance saine. Donc nous ne le ferons pas avec la méthode actuelle. Non, on le fera pas avant 10 ans. Attendez, non, mais nous ne le ferons pas avec la méthode actuelle qui consiste à marcher sur deux pieds. Nous renflouons les banques sans leur demander aucune contrepartie sur la manière dont elles utilisent l'argent qu'on va leur donner, parce que là, nous n'allons pas leur donner d'argent, encore une fois. La recapitalisation, ça ne va pas exister. Elle ne sera pas faite sur fonds publics. Le président de la République l'a dit tout à l'heure. Et de l'autre côté, on fait des plans d'austérité dans toute l'Europe. Si on espère redresser la situation comme ça, il se passera ce qui s'est passé avec la Grèce. On sera dans une situation pire que celle-là. Mais pourquoi la Grèce est dans cette situation? Parce que pendant des années, elle a dépensé beaucoup plus qu'elle n'avait en recettes. C'est ça la vérité, c'est simple à comprendre. Ah, c'est le retour de bâton de la cigale. Mais écoutez, n'importe quel chef de famille normalement constitué sait qu'il ne doit pas dépenser plus qu'il ne gagne, sinon ça finit très mal. C'est ce que la Grèce a fait pendant des années, c'est ce que la France aussi depuis 30 ans a fait, c'est ce qui explique les 1700 milliards d'euros de dette que nous avons aujourd'hui. Et tenir un langage qui consiste à dire... On peut décréter que l'emploi soit là, on peut décréter que l'activité économique soit là. Écoutez, ça ne convainc plus personne aujourd'hui, M. Laurent. Utiliser intelligemment de la création monétaire et du crédit. La création monétaire. La planche à billets, allons-y. Les bonnes vieilles recettes qui ont plombé les économies européennes. Pour faire des investissements. Le modernisme du Parti communiste, c'est la planche à billets. C'est extraordinaire. On va laisser M. Laurent terminer sa phrase et on va parler d'autre chose après. Mais supprimer le système bancaire, si ça ne sert à rien de faire du crédit. Non, on va faire avancer le débat. On va pas tout supprimer ce soir. Donc, les banques, ça sert à faire du crédit. Sinon, il faut les supprimer. Voilà. Allez, donc, faire du crédit, faire de la création monétaire pour financer des investissements utiles au pays, c'est aussi une manière. Je vais intervenir plus sévèrement. Stéphane Le Foll, s'il vous plaît, c'est un point important qui fait partie du programme de François Hollande. C'est évidemment tout ce qui concerne les fonctionnaires dans l'éducation. Nicolas Sarkozy a moqué ce soir cette mesure. Il a dit qu'elle était faite pour faire plaisir à des organisations syndicales. Et puis il vous demande où est-ce que vous allez trouver l'argent. L'éducation nationale française aujourd'hui scolarise à peine 12% des enfants de moins de 3 ans. Alors que sous le gouvernement Lionel Jospin en 2002, 40% de ces enfants étaient scolarisés. L'éducation nationale française aujourd'hui est de moins en moins bien notée par tous les tests qui sont faits à l'échelle internationale. L'éducation nationale française... Est-ce que vous pouvez respecter l'opposition? D'accord, vous avez une tendance à être impulsif un peu. Ce qu'il y a bien, c'est qu'on a le temps sur Public Sénat. L'éducation nationale, même dans le privé aujourd'hui, met des banderoles devant toutes les écoles pour dire nous n'avons plus les moyens d'assurer l'éducation. J'ai vu ça dans mon département, d'accord? Et on voudrait dire, ça, c'est une belle ambition. C'est une belle ambition. Qu'est-ce qu'a fait le président de la République? Il y a encore 3 mois, il a proposé 30 000 nouvelles places de prison. 3 milliards. Nous proposons 60 000 postes dans l'éducation nationale. Une étude qui a été faite par... effectif constant pour qu'on comprenne. Une étude vient d'être faite, vous allez me laisser répondre sur les coûts, par l'Institut de l'entreprise. Coûts, même pas ce qu'on avait évalué nous à 500 millions, 360 millions d'euros tous les ans. Alors voilà, les choix sont simples. Qu'est-ce qu'on fait pour préparer l'avenir? On parlait de la recherche, on parlait de la société de la connaissance, on parlait de la capacité à devenir compétitif. Et on dirait, devant les Français, par rapport à la situation dans laquelle on est, il n'y a plus un investissement à faire, il n'y a pas un argent à mettre et une priorité à fixer. Eh bien, François Hollande a fixé une priorité, ça sera la jeunesse et l'éducation. Elle mérite qu'on y s'y attelle et qu'on crée les postes nécessaires. Franck Riester. Au détriment de quel poste? Au détriment d'aucun poste. Je viens de vous dire 360 millions. Mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Parce que vous parlez du bilan et de la règle d'or. Je réponds aussi sur la règle d'or. Aujourd'hui, ces messieurs nous expliquent qu'il nous faut une règle d'or à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, durant lequel la dette française a augmenté de 700 milliards. Sur lesquels et sur cette dette, on peut dire qu'une partie de cette dette est liée à des choix de politique, en particulier sur tout un tas de cadeaux fiscaux, on ne va pas y revenir, sur les exonérations de cotisation sur les heures supplémentaires aujourd'hui, alors qu'on a atteint 10% de chômage, quand en Allemagne, le chômage est à 5 à 6%. Ah, le modèle allemand, dont on veut se rapprocher. Il faut même le prendre sur l'emploi. Monsieur Le Foll parle de la dette, c'est beaucoup plus facile que de parler du déficit budgétaire. En 2002, lorsque vous avez quitté le pouvoir, le déficit budgétaire, Monsieur Le Foll, était à hauteur de 47 milliards. 47 milliards. 3,1 du PIB en 2002, Monsieur Le Foll. Non, c'est très important, c'était il y a 10 ans. La dernière année, le dernier budget
Le dernier budget... Bah, écoutez, laissez-moi parler maintenant. Ouais. Le dernier budget voté par le Parti socialiste, ça a fini à 3,1% de déficit, 47 milliards. En 2007, avant la crise, nous avions ramené le déficit budgétaire à 37 milliards. Et la crise est arrivée là-dessus. Alors, monsieur Le Foll, ne nous donnez pas de leçons, parce que 47 milliards d'euros il y a 10 ans, on sait ce qu'il en est du déficit budgétaire et de la dette. La dette, c'est une boule de neige. Tant qu'on ne réduit pas le déficit budgétaire, la dette s'accroît mécaniquement. C'est cela que nous vivons aujourd'hui. Et vous êtes responsable de ça. En grande partie, les 35 heures, la dépendance, voter sans financement, sans financement. Au mot que m'a inspiré Nicolas Sarkozy tout à l'heure, j'ai fait une déclaration quand il avait fini de parler en parlant d'autosatisfaction irréelle. Mais je sais pas où vous voyez l'autosatisfaction là-dedans. Hein, mais si, tout va bien, vous avez tout bien fait, etc. Les gens, on se demande pourquoi le niveau d'impopularité de Nicolas Sarkozy est à ce niveau-là. C'est tout simplement parce que les Français constatent que la situation dans laquelle vous laissez le pays est à milieu de ce que vous êtes en train de raconter. Stéphane Le Foll a parlé du projet de François Hollande sur l'éducation. Ce sont des sujets intéressants qui intéressent les téléspectateurs sur l'avenir. Justement, Franck Riester, tout à l'heure, Nicolas Sarkozy a parlé du modèle social de la France. Il a parlé d'imagination, de créativité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Comment ça va se traduire ? Ça veut dire qu'il faut la stratégie du président de la République, elle est très claire. On réduit les dépenses pour protéger les Français, pour protéger le modèle social des Français, et de l'autre côté, on investit dans l'avenir, dans l'innovation, dans la recherche, dans la formation. C'est pour ça qu'on a fait la réforme de l'autonomie des universités. C'est pour ça que, j'aime. Le crédit impôt recherche. Non, attendez, monsieur. J'insiste, monsieur Franck Riester. Je crois vraiment que les Français ont besoin qu'on puisse parler tranquillement de ces sujets-là sans qu'on s'invective les uns les autres. Mais je suis tout à fait d'accord. Donc essayons de parler calmement. La stratégie du président de la République, elle est très claire depuis 4 ans. On investit sur l'université, réforme de l'université, réforme de l'autonomie des universités, investissement massif dans la recherche. Jamais il y a eu autant d'argent d'investi dans le crédit impôt recherche. Ce qui fait qu'on investit sur l'intelligence. Et c'est ça qui permettra de créer des emplois. Quand vous dites que le président de la République n'a pas parlé des emplois, mais il a parlé que de ça. Il a parlé de la stratégie économique de notre pays pour inscrire notre pays dans la compétitivité mondiale. Vous, qu'est-ce que vous proposez? Des emplois publics. L'avenir pour les jeunes Français, 300 000 emplois jeunes. L'avenir pour les Français, travailler uniquement dans l'administration. On ne créera les emplois de demain qu'avec la création d'emplois dans les entreprises qui seront compétitives dans la compétition mondiale. Vous n'allez pas me contredire, l'avenir immédiat, c'est probablement aussi un plan de rigueur, il faut l'appeler comme ça. Pierre Laurent, est-ce que vous craignez une véritable cure d'austérité? Le président de la République, d'abord, elle est malheureusement commencée. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent de cette situation dans le pays. Par exemple, ne serait-ce le président de la République s'est félicité d'avoir supprimé tant d'emplois de fonctionnaires, mais enfin de quoi on parle? Parce que les emplois qu'on supprime, on les supprime dans les écoles, on les supprime dans les hôpitaux, on les supprime dans les services publics qui protègent précisément les Français. Si on veut réduire les dépenses. Il faut bien les supprimer quelque part, comme vous dites. C'est-à-dire on les supprime dans les endroits qui organise la protection et le développement des Français. Donc elle a déjà commencé et malheureusement elle va s'accroître. Et si le président de la République, d'ailleurs, dans son grand courage, a fini par dire « je ne vous annoncerai pas ces mesures ce soir » pour nous dire qu'il les annoncerait plus tard, on ne sait pas quand, c'est tout simplement parce qu'elles vont être douloureuses. Et à propos de la TVA, par exemple, qui est l'impôt le plus injuste, il a clairement laissé entendre que c'était une hypothèse envisagée. Il a dit que ça ne serait pas une hausse de la TVA généralisée. Autrement dit, elle va être ciblée. Mais monsieur Laurent, on ne fait pas de la politique que pour faire des choses qui sont populaires. On fait des choses qui sont dans l'intérêt général de notre pays. Mais non, mais elles sont à la fois impopulaires et de surcroît totalement inefficaces. C'est bien le problème. On a créé 1 million d'emplois publics dans les 30 dernières années. 1 million d'emplois publics. Est-ce qu'en 1981, ce pays n'était pas gouverné aussi bien du point de vue de l'État que du point de vue des collectivités locales? 1 million d'emplois publics. Des emplois publics qui sont très utiles à la société. Bien sûr, monsieur Laurent, vous avez raison. Si ce n'est que, est-ce que vous pensez que l'ensemble des emplois publics créés sont effectivement tous absolument nécessaires? Au point où nous en sommes rendus, il va falloir faire des choix et des choix difficiles. Monsieur Le Foll disait, il faut scolariser les gamins de moins de 3 ans. On peut en débattre, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, avec la situation que nous connaissons, scolariser les gamins de moins de 3 ans, c'est une priorité absolue? Écoutez, on peut en discuter. On peut en discuter. Vous avez le courage de la vérité. Mais bien sûr, les gamins de moins de 3 ans, monsieur. Écoutez, si vous n'avez pas... 3 ans, c'est la maternelle. Exactement. Et si vous n'avez pas une scolarité
précoce. Oui. C'est les inégalités sociales que vous reproduisez. Attendez, tous les médecins ne sont pas d'accord. Toutes les études du monde. Bon, ben d'accord. Donc vous dites devant ceux qui nous écoutent ce soir que vous ne voulez plus de scolarité à 3 ans et en matériel. Ben si, non, le débat est posé. En tout cas, c'est clair. Il y a une vraie différence, une vraie divergence. Mais vous faites de belles promesses, vous ne dites pas de belles promesses, des promesses qui seront tenues. Parce que si on veut parler des promesses qui n'ont pas été tenues, écoutez, franchement, là, le président de la République et votre majorité, vous avez la palme. Et c'est bien ça que les Français travaillez plus pour gagner plus. C'est exactement ce qui s'est passé D'accord. Mais demandez à celles et ceux qui ont bénéficié. Demandez aux 9 millions de Français. Demandez aux 9 millions de Français qui ont bénéficié. Pour voir s'ils ont été vérifiés. Bah oui, bah si, puisque monsieur Le Foll dit qu'on n'a pas tenu nos promesses. Oui. Vous allez revenir sur Franck Riester. Aussi, c'est important parce que c'est le candidat que vous allez avoir en face de vous, c'est François Hollande. Son nom n'a pas été cité une fois ce soir, mais son ombre planait beaucoup sur le président. Il y a eu beaucoup de flèches qui ont été décochées. Je ne sais pas si vous l'avez eu au téléphone. Je ne sais pas comment il se prépare justement pour ce face-à-face face à Nicolas Sarkozy. Qu'a-t-il peut-être pensé de cette intervention ce soir? J'ai pas eu ce soir au téléphone, donc il répondra demain. Il aura à répondre sur le fond. Mais vous êtes un proche et vous faites partie de sa campagne. Sûr. Comment se prépare-t-il? Mais il est en vacances, là, nous attendons. Il se prépare après une campagne des primaires, il revient, il répondra demain soir au président de la République et il aura à fixer son cap, sa ligne, ses objectifs, à faire la critique de ce qui a été fait. C'est la ligne du PS, non? C'est le projet du Parti Socialiste, sa ligne? Le projet du Parti Socialiste, comme ça a été dit pendant toutes les primaires, et ça a été suffisamment dit, vous avez dit vous-même que ça a beaucoup occupé les médias. Donc ne refaites pas le détail. Je me demande si la ligne de M. Hollande est la ligne du Parti Socialiste. Mais la ligne de M. Hollande est celle de M. Hollande, celle qu'il a dite et qu'il a présentée devant 3 millions de Français qui sont venus voter. Donc vous le savez très bien. Ils n'ont pas tous compris, même Mme Aubry n'a pas tout compris. Alors, maintenant, puisque le débat des primaires est tranché, justement, parce que ce soir, Nicolas Sarkozy... de M. Hollande n'est pas tranchée. Alors, est-ce que vous revenez Monsieur Riester, je me permets, c'est moi qui pose des questions. Nicolas Sarkozy en creux a parlé d'un candidat probablement qui est encore flou sur son programme, en tous les cas qui n'a pas forcément les moyens de financer certaines mesures. Comment François Hollande va-t-il rétorquer à tout cela? Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout dépend des choix politiques que vous voulez faire. Les choix politiques de Nicolas Sarkozy, c'est 4 milliards d'euros sur les exonérations de cotisations sociales pour financer des heures supplémentaires et donc pas l'emploi. Les choix de Nicolas Sarkozy, ça a été, il l'a dit, tout en masquant une partie de la réalité, de réduire l'impôt sur les grandes fortunes. Je ne parle même pas du bouclier fiscal et de toutes les mesures sur la fiscalité qui ont été prises. Les choix de François Hollande sont clairs. Il y aura une réforme fiscale. Une vraie réforme fiscale. Et d'ailleurs, je note qu'il y avait une contradiction avec Nicolas Sarkozy quand il dit on ne va pas augmenter le taux de TVA de manière généralisée, mais il faut s'harmoniser avec l'Allemagne. Si on s'harmonise avec l'Allemagne, c'est un taux de TVA qui augmente. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Pierre Laurent, il y aura une augmentation de la TVA. C'est ce qu'il vient de dire ce soir. Donc, le choix, ils vont être là. Comment on fait pour faire les efforts? Mais l'éducation, vous les avez critiqués et même le président de la République a envoyé ses flèches. Ça sera un choix. Ça a été dit de manière très claire. Monsieur, je ne sais plus son nom, il y a d'indiqué qu'il ne voulait pas de scolarité en maternelle. Eh bien, il y aura un choix. Monsieur Le Foll, il a posé la question. Si vous permettez, avec Monsieur Laurent et vous tous, on va faire un dernier grand tour de table et je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous attendez dans les prochains jours après cette intervention? Parce que probablement, avec cet abaissement de la prévision de croissance, il y aura des mesures importantes qui vont être prises. Quelles sont vos priorités et que faut-il éviter aussi pour les Français qui nous regardent? Pierre Laurent. Je crois qu'il faudrait, en tout cas c'est ce que nous défendrons, nous, des mesures fortes de réindustrialisation du pays, à l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui où on laisse faire les délocalisations. Et il faudrait surtout reprendre en main le système bancaire et financier parce que pour le moment, on continue de le renflouer, mais on ne prend aucune mesure de contrôle réel sur la manière dont il va utiliser l'argent qui est remis à chaque fois dans le système bancaire. Voilà vos priorités. Donc nous sommes pour une prise de contrôle du secteur bancaire et financier. Franck Riester, sur vos priorités, parce qu'il reste une minute. Je ne peux pas laisser à M. Laurent le fait de dire qu'on a renfloué le système bancaire. C'est absolument faux. Il y a une recapitalisation des banques par les résultats des banques. Donc c'est les banques elles-mêmes qui se recapitalisent. Bon, c'est un système très simple. C'est très important. Pour la suite, je souhaite que le président de la République continue à tenir la ligne qui est la sienne, celle de la vérité, du courage et de la responsabilité. Stéphane Le Foll, et puis pour finir, Philippe Dallier. Devant les Français, l'idée que l'effort devra être partagé et juste.
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et il y aura des efforts qui seront demandés. Et deuxièmement, des priorités pour relever ce pays et préparer l'après, l'avenir. C'est ça l'enjeu, et ce sera la ligne de François Hollande. Philippe Dallier. Il faut trouver entre 6 et 10 milliards pour effectivement prendre en compte l'abaissement de la prévision de croissance. Ça doit se faire par une augmentation des recettes. Je pense que ça sera annoncé par le président de la République, mais également par des économies supplémentaires. On en passera tous par là. Des recettes supplémentaires, des économies supplémentaires, tout en garantissant et tout en favorisant la croissance, parce qu'au bout du compte, il n'y aura qu'avec un retour de la croissance qu'on sortira de nos problèmes. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat animé. Je crois qu'on peut le dire, la campagne a déjà commencé. Merci à vous et belle soirée sur Public Sénat.